Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des equalizers. Alors pourquoi est-ce que la vidéo est verticale comme ça? C'est un peu particulier, c'est parce que je suis en train de mettre un nouveau concept pour Instagram, IGTV et Facebook, où je réponds directement avec mon smartphone à une question d'un abonné. Donc si toi tu as une question, que tu as un blocage sur la musique, ou tu souhaites que je développe un sujet en particulier, tu me poses la question directement, j'y réponds sous forme de vidéo. Mais pour mes abonnés de ma chaîne YouTube, je vais étoffer un petit peu la chose suite au retour d'un abonné qui m'a dit que c'était dommage d'abandonner en fait le format très long où on développe les choses. Donc je vais rajouter en plus un peu plus de contenu. Donc là je vous fais une petite introduction, vous avez l'introduction. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo de 10 minutes qui va répondre à la question d'un abonné qui est comment se servir d'un equalizer et d'un compresseur. Donc en gros, je résume le fonctionnement de l'equalizer et je fais une petite comparaison avec le compresseur, avec l'explication sur le compresseur. Bon, ça peut être une piqûre de rappel vraiment pour les débutants qui confondraient les deux notions. Petit 3, je vais vous rajouter également une vidéo qui est faite sur les EQ qui doivent agir de manière chirurgicale, donc plutôt pour filtrer et retirer des fréquences. Donc c'est les premiers EQ qu'on utilise. Et ensuite, je vous rajoute la vidéo sur quels sont, selon moi, les deux meilleurs plugins pour embellir avec un EQ. Donc quels sont les EQ plutôt pour colorer le son. Et ensuite, je vous fais une petite conclusion à la fin. Donc du coup, ça fera toujours un format très long où on va en profondeur, mais dans lequel il y aura différents sujets. Chaque fois, je vous ferai une petite introduction pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc, on attaque la première vidéo qui est comment se servir d'un compresseur et d'un equalizer. Alors la deuxième question, c'était comment se servir d'un compresseur et d'un equalizer. Alors, c'est une question bateau sur lequel il est impossible de répondre, puisque on ne va pas se servir de l'équaliseur du compresseur de la même manière en fonction des pistes sur lesquelles ça agit. Ça paraît quand même logique, mais je pense que ce que toi tu veux comprendre, c'est comment fonctionne un équaliseur et comment fonctionne un compresseur. Alors c'est des notions qui sont assez complexes si vraiment on veut les comprendre en profondeur, et en fait il faut vraiment avoir une compréhension globale du truc pour te servir vraiment précisément de ces outils qui peuvent métamorphoser ta musique ou complètement la détruire, si tu les comprends mal. Donc, pour ça, il y a des formations. Moi, j'ai la formation mixage audio, qui est la formation dans laquelle j'ai mis le plus d'efforts, qui est vraiment très complète. Moi, j'ai fait une vraie formation de technicien son. J'ai été assistant ingénieur son. J'étais ingénieur son dans mon propre studio. Et j'ai donné beaucoup de cours. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, la formation est très complète. Je te la recommande vraiment si ces notions sont assez floues. J'ai fait des formations également qui sont gratuites sur YouTube où j'explique vraiment en détail avec l'ordinateur en montrant à l'intérieur des séquenceurs. Là, je peux pas te le faire à travers la vidéo parce qu'on est en face-to-face. En gros, le compresseur, il contrôle... Non, en gros, je vais te parler de l'équaliseur d'abord. En gros, quand on mixe, on met un EQ pour nettoyer. Tu vois, on va nettoyer les fréquences qui sont pas utiles dans la famille de l'instrument. Par exemple, si je prends la voix, en dessous de 80 ou même 100 Hz, 120 Hz, si c'est une femme ou un homme, on va nettoyer parce que c'est des fréquences qui sont... Il n'y a que du bruit, en fait, il y a du bruit qui est enregistré par le microphone. Tout ça, voilà, il faut supprimer. Et ensuite, grossièrement, il y a une fondamentale et des harmoniques dans la voix, et on va nettoyer certaines fréquences également, comme les sifflantes, tu vois, autour de 7000-8000 Hz, qui sont pas agréables à l'oreille. Tout ça, tout ce qu'il faut nettoyer, on va le supprimer. Donc, en gros, l'équaliseur, tu as une plage fréquentielle, l'oreille humaine peut entendre de 20 à 20 000 Hz, et tout ce qui n'est pas nécessaire, hop, tu le creuses, tu le nettoies. Donc en gros, tu as la plage comme ça de fréquence qui est droite, et soit tu rajoutes des décibels dans ta fréquence que tu as sélectionnée, soit tu retires des décibels dans la fréquence que tu as sélectionnée. Donc dans le premier temps, on nettoie, donc on supprime, on descend, clac, toutes les fréquences qui ne sont pas nécessaires. Donc ça c'est important parce que ça va laisser de la place à d'autres familles qui ont par contre besoin de ces fréquences qui sont nécessaires. Si je prends l'exemple de la voix, en dessous de 120 par exemple, tu supprimes complètement et ça va laisser de la place pour le kick, pour le snare aussi et pour ta basse. Donc tout ça, ça a besoin de vivre, et si jamais tu laisses les deux, si jamais tu n'as pas supprimé des fréquences qui sont pas nécessaires, elles vont se masquer les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'elles vont jouer l'une sur l'autre, ça va pas être beau. J'avais un de mes formateurs, moi, qui me disait, voilà, c'est comme sur l'autoroute, t'as quatre voies, c'est comme, imagine toutes les voitures, elles circulent dans la même voie, ça va être le bordel. Par contre, si les voitures
elles circulent chacune dans leur voie, tu auras un trafic qui est fluide et ça va avancer beaucoup plus vite. Bah, c'est un peu pareil sur le mixage audio, il faut laisser des fréquences qui ne sont pas nécessaires pour laisser d'autres familles d'instruments qui ont besoin de ces fréquences-là. Le deuxième point, c'est la compression. Après avoir on retire des fréquences, on compresse. Pourquoi est-ce qu'on compresse? C'est pour contrôler la dynamique du son. Alors, soit tu joues des samples qui sont déjà optimisés, sont déjà maximisés, sont déjà mixés, masterisés. Dans ce cas-là, pas de problème, mais ils ont tendance à sonner un peu fort pour que à l'oreille tu dises ah il est bien ce son. Et dans ce cas-là, ben soit tu joues avec le volume, soit s'il joue trop fort, ça peut être intéressant de le compresser un petit peu pour laisser un petit peu de marge. C'est-à-dire qu'à la fin, sur ton master, toutes les pistes s'additionnent, elles vont dans ton master, et le master, il faut garder de la headroom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dépasser le 0 dB en numérique. Si tu dépasses tout ça, contrairement à l'analogique, où il peut y avoir une distorsion, où il peut y avoir une saturation agréable à l'oreille, assez musicale, ben, en numérique, ça va cracher, ça va faire des trucs vraiment pas beaux. Donc 0 dB, tu peux jamais dépasser. Qui fait que la headroom, quand l'ensemble de tes pistes s'additionne, elles vont jouer globalement à peu près dans une marge, et cette marge-là, il serait intéressant de la réduire. C'est-à-dire, si là c'est mon 0 dB, ça serait intéressant de compresser l'ensemble pour que l'ensemble tape plutôt là et laisser une marge, par exemple de moins 3 ou moins 6 dB jusqu'à 0 dB. Pourquoi? Parce qu'après le mix, on a le mastering. Et le mastering, c'est rehausser l'ensemble de ces pistes pour se rapprocher du 0 dB. Plus on a de marge, plus ça permet de rendre l'ensemble fort, compresser l'ensemble pour que ça soit un peu plus homogène. Donc, tout ça, c'est des notions un peu complexes que je détaille dans la formation mixage audio, mais là, ça te permet d'avoir une compréhension générale de notions assez compliquées et qu'il faut un petit peu digérer et isoler chaque élément pour que ce soit beaucoup plus clair dans ton esprit, avoir des notions qui sont bien expliquées. Donc, en gros, le compresseur, tu vois, là, tu vas avoir un threshold, ça va être un seuil à partir duquel le son va commencer à compresser. C'est-à-dire que quand tu as la forme d'onde qui arrive, tu vois, c'est le visuel, la forme d'onde, c'est le visuel. Par exemple, quand tu enregistres dans ton séquenceur, tu vois, ça forme en fonction de l'enveloppe du son, ça va former une forme. Voilà, c'est la forme d'onde. L'onde, c'est l'enregistrement, en gros. Et ben, tu as un seuil qui s'applique, et par exemple, si ta forme d'onde est comme ça, ben, si tu laisses ton threshold, ton seuil en haut, ben, rien ne va compresser, parce que le compresseur, il agit à partir d'un certain seuil. Par contre, à partir de là, tu vois que tout ce qui passe au-dessus de mon doigt à droite, c'est-à-dire mes phalanges, je sais pas comment ça s'appelle, bah, tout ça, ça va être le volume qui va être compressé. Si je descends tout ça, bah, de là à là, ça va être compressé. Et en gros, la compression, c'est de réduire tout ce qui passe au-dessus. Donc en gros, si mon seuil est ici, bah, tout ce qui passe de là à là, ça va être réduit. Donc compressé plus ou moins, qui fait que tout ce qui va dépasser, après, voilà, la forme d'onde va être modifiée. Et du coup, je t'ai dit que ça laissait de la place pour la headroom, pour s'éloigner du 0 dB. C'est dur à expliquer avec mes doigts comme ça, sans me montrer sur un ordinateur. Mais en fait, c'est les notions après qu'il faut que je te détaille à travers des formations, puisque dans le compresseur, tu as le seuil qui agit, donc à partir duquel tout ce qui passe au-dessus du seuil va être compressé. Après, tu as le ratio, c'est le taux de compression au-dessus du seuil. Donc par exemple là, c'est est-ce que je réduis plus ou moins, tu vois, soit je réduis un tout petit peu, soit je réduis totalement comme un limiteur. Voilà, ça c'est le ratio. Après, tu as le temps d'attaque, c'est à partir du moment où je dépasse, combien de temps va mettre mon compresseur à agir. Soit il agit très vite, et dans ce cas-là, ça réduit un peu l'attaque, soit tu veux quelque chose de plus naturel, tu lui mets un peu plus de longueur. Donc tu lui dis que le compresseur, ok, tu agis à partir du moment où ça dépasse mon doigt à droite, ma main, mais tu vas agir qu'au bout de 0,8 millisecondes, par exemple, pour laisser passer un petit peu le tout début et compresser le reste. Et le release, c'est au bout de combien de temps le compresseur va maintenir son effet. Tu peux dire qu'au bout d'un certain temps, hop, tu te relâches. Donc ça dépasse, tu compresses au bout d'un moment, mais peut-être au bout d'un moment, tu as besoin de laisser passer la reste. Bon, c'est un peu dur, peut-être que ma vidéo n'est pas très claire, mais en gros, ça demande beaucoup de notions. Je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire comment fonctionne un compresseur, par exemple. Ça, c'est une question où je pourrais faire des vidéos un peu mieux structurées. Donc en gros, il faut compresser quand même la dynamique du son. La dynamique, c'est les écarts entre les niveaux les plus faibles et les plus forts, par rapport à la forme d'onde, par exemple, par rapport au vumètre qui se voit sur une console de mixage. Et ensuite, on va remettre en général un EQ, donc un équaliseur, qui va cette fois embellir. Donc on a nettoyé le signal, en enlevant les fréquences qui ne sont pas nécessaires, on a compressé la dynamique, donc on a maîtrisé entre guillemets la dynamique,
Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle dépasse le fameux 0 dB. Parfois, tu as les pics qui tac, qui tapent très fort. Donc dans ce cas-là, il fait voilà, calme-toi un peu, je te réduis un petit peu ta crête, donc le point le plus haut qui risque de taper proche du 0 dB. Et par exemple, voilà, là, du coup, ça me laisse une marge. Bon, voilà, grossièrement, ça peut être une des manières d'utiliser. Et ensuite, on met un EQ pour embellir. Donc, par contre, voilà, tu peux avoir envie de mettre des harmoniques plus en avant. Tu peux avoir envie de mettre l'attaque du son plus en avant. Bon, tout ça, c'est des choses qui s'observent. Dans le tableau de formation, tu as un tableau de fréquences pour pouvoir t'y retrouver, parce que on appelle ça le timbre de la voix, c'est son caractère qui fait qu'il va jouer sur certaines fréquences et pas d'autres. Et ben, ce timbre-là, il va pouvoir être mis en avant, il va pouvoir... Voilà, et tu as toujours une fréquence un peu pivot. La fréquence pivot, c'est un peu la fondamentale, qui fait que si tu joues sur cette fréquence pivot, soit l'élément va disparaître un peu du mix, soit il va être mieux mis en avant dans le mix. Voilà, mais en gros, tu peux contrôler certaines choses. Si par exemple tu as un chanteur, tu as enregistré une chanteur, le chanteur avait une voix un peu cassée, par exemple, tu vas pouvoir lui remettre un peu des aigus dans la voix. Voilà, tu peux modifier un peu les timbres de tes instruments. Si c'est enregistré dans une pièce un peu terne, pareil, tu peux lui mettre un côté un peu plus d'aigu, un côté un peu plus brillant dans la voix. Voilà, tu peux modifier un peu le caractère des sons. Et par exemple, si tu as une voix que tu veux vraiment mettre en avant dans ton mix, si c'est le caractère fondamental artistiquement de ton instrumentalisation, tu peux jouer sur les fréquences de cette voix-là pour faire en sorte que elle prenne plus d'assises dans le mix, elle prenne plus de place, et que l'auditeur se dise ah ouais, la voix, il y a de l'émotion, l'instrumental est plus là pour appuyer la voix et pour permettre à la voix d'avoir une profondeur, une texture, voilà, pour jouer avec la voix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le mix, on fait des choix pour que ça soit agréable à l'oreille. Après, on fait des choix artistiques également, et on fait des choix également en vue d'un futur mastering qui va avoir sa place également. Donc c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, c'est des notions qui sont un peu complexes. Comment se servir d'un compresseur et d'un équaliseur, j'ai envie de te dire, ça dépend de la sensibilité de chacun, et ça dépend également de ce qu'on veut obtenir, et ça dépend de sur quelle piste tu le mets. Tu ne vas pas le mettre sur la même manière si tu le mets sur un snare, un élément de la batterie, que si tu le mets sur un synthé, si tu le mets sur une voix ou sur une basse. Tout simplement. Donc c'est un peu difficile de répondre à ces questions, mais comme je ne connais pas ton niveau, j'ai essayé de te donner des éléments d'appréciation qui te permettent de clarifier certaines notions, qui à mon avis te demanderont d'approfondir un petit peu tout ça. Tu peux regarder sur YouTube à gauche à droite pour avoir des informations spécifiques en posant des questions clés. Et si tu n'as pas envie de chercher à gauche à droite et de tout réunir comme sur un puzzle, tu prends ma formation par exemple, peut être vraiment très adaptée pour te permettre définitivement de tout comprendre sur ces notions et d'améliorer ton mixage du jour au lendemain en pratiquant, après en ayant une vraie méthode de travail, une vraie méthodologie et les notions assez scolaires qui te permettent vraiment de tout comprendre de A à Z sur des notions qui sont en effet assez compliquées et qui te demandent un peu de pratique et un petit peu, voilà, te demandent de digérer certaines notions qui sont un peu complexe. Hein. L'EQ, c'est assez simple, mais il faut avoir des repères quand même par rapport au tableau des fréquences. Compresseur, c'est un peu plus complexe. Voilà, visuellement, on peut le comprendre, mais après, il faut le digérer un peu pour bien comprendre l'attaque et le release. Cette notion d'enveloppe, le fait que le compresseur agisse un peu dans le temps, il faut un peu digérer la chose pour que ça soit vraiment clair et que tu saches vraiment t'en servir à la perfection et que tu fasses pas des erreurs, parce que si tu t'en sers mal, tu peux dénaturer complètement ta musique et ça peut amener des gros problèmes pour le mastering, pour le mix ou pour la finalité du morceau. Si jamais tu es beatmaker et que tu as un chanteur qui chante dessus, ça serait dommage si tu as un vrai talent à la base pour faire des belles mélodies, etc. Donc voilà, j'arrête de m'éterniser sur des... Voilà, parce que là je reprends un format YouTube qui dure 15-20 minutes et c'est pas bon. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes chaînes, YouTube, Instagram, vous tapez PlayMAO, tout attaché, et sur Google ça devrait ressortir. Alors, pour le nettoyage au niveau des fréquences, il n'y a pas photo, je te conseille le FabFilter Pro Q. Actuellement on est à la version 3 et ma foi c'est des logiciels qui sont extrêmement précis, extrêmement neutres, extrêmement chirurgical, et ils ont cette petite notion, c'est eux qui l'ont introduit, avec la fonction casque qui te permet d'écouter la bande vraiment très précisément. C'est-à-dire si tu veux intervenir sur une bande en particulier,
tu t'apprêtes à la modifier, à rajouter du gain ou à le réduire justement, bah, tu mets le petit casque et ça te permet d'écouter uniquement cette fréquence-là. Donc ça te permet de voir justement s'il y a quelque chose de désagréable à l'oreille ou pas. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, fais bien attention à ce que tes EQ soient bien à phase linéaire. Donc on appelle ça en anglais EQ linéaire phase, puisque ça peut introduire sur les EQ de mauvaise qualité des problèmes de phase, justement, de décalage de phase. Donc si tu sais pas ce que c'est, attends, c'est pas la prochaine vidéo, il y a encore une vidéo juste après où je t'explique en détail tous les problèmes de phase que tu peux retrouver. La question de l'abonné, ça répondait à la question comment éviter les problèmes de phase à l'enregistrement. Et voilà, c'est, je pense, quelque chose qui est assez mal compris par la plupart des personnes. Donc du coup, on aura vraiment vu tout le sujet de manière générale. Pour des EQ, pour embellir, tu as également le Trident Range A, qui est pas mal. Et j'aimais bien à l'époque le API 560. Alors celui-là, il est paramétrique, donc chaque fois tu as des petites bandes bien précises, par exemple de 50 à 80 Hz, de 80 à 120, etc., etc. Un peu comme les systèmes hi-fi à l'ancienne. Et sinon, tu as le API 550B, qui, ma foi, pour les voix, est vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, c'est les petits plugins que tu peux utiliser. Donc je t'invite à regarder également les prochaines vidéos qui sont vraiment très importantes sur le sujet, mais tu sais que voilà, pour quelque chose de extrêmement précis, c'est quelque chose qui peut être vraiment très sympa. Tu as également, maintenant que ça me revient, alors c'est les plugins que j'utilise pas souvent parce que tu es obligé d'avoir la clé iLok, tu sais, c'est la clé pour la licence, et c'est les Iosis, tu sais, c'est les Iosis avec ce caractère chaud et froid qui sont, ma foi, très très bien. Je te le mettrai également en commentaire. Le nom vient de m'échapper, là, mais d'un coup, je viens de me rappeler également de ceux-là qui sont développés par un éditeur français. Donc ça peut être bien également que tu puisses t'en servir. Donc tu peux regarder sur la vidéo juste après sur les problèmes de phase qui sont complémentaires à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quel est, selon moi, le meilleur EQ à se servir au sein d'un mixage audio? Alors, il existe plein de formes d'équaliseurs, donc c'est un contrôle fréquentiel, tu sais à peu près ce que c'est, je pense. Sinon, n'hésite pas à me reposer une question sur la question, mais à mon avis, je pense que tu saisis de quoi il s'agit, je t'ai déjà fait une petite vidéo dessus. Et à mon sens, il y a des EQ désormais avec le numérique qui sont ultra performants, qui permettent d'écouter une seule bande de fréquence à la fois, avec une petite notion un peu casque qui permet d'isoler. Ça fait un peu comme un bandpass et ça permet d'écouter cette fréquence-là. On connaît le Fab Pro Q, le Q2, le Q3. Bon, il en existe maintenant un petit peu de partout à l'intérieur d'Ableton Live, à l'intérieur de beaucoup de logiciels. Ils ont incorporé cette notion-là. Mais moi, je souhaiterais te parler d'un EQ qui est un peu, entre guillemets, un peu magique, dans le sens où c'est des EQ qui sont très musicaux, bon, je sais pas si on dit, ouais, qui font ce je ne sais quoi, qui fait que bah, ça métamorphose un peu tes mix. Il faut comprendre que la notion de compression, le contrôle de ta dynamique à l'intérieur de ton mixage audio est indispensable, mais au-delà de ça, c'est vraiment la façon dont l'ingénieur son va se servir de ses EQ, c'est vraiment ça qui va faire une grosse différence à mon sens pour rendre l'ensemble beaucoup plus audible et beaucoup plus musical aussi d'une certaine façon. Donc moi je vais te parler de deux marques qui sont des références absolues. Bien évidemment il en existe d'autres, mais pour moi c'est les deux qui se détachent du lot. Numéro un, c'est les EQ SSL. Donc moi, j'affectionne particulièrement cette marque. C'est une marque qui a fait le bonheur des années 60, 70. On dit que c'est un peu le son des Beatles, parce que les Beatles, bon, ils n'ont pas utilisé que ces consoles-là, mais c'est les consoles anglaises qui ont été beaucoup utilisées par les Beatles, en opposition avec les consoles Neve, qui étaient plus utilisées par les Rolling Stones, qui avaient un son plus mordant. Les EQ de cette console de mixage avaient un côté très musical. Et c'est des EQ qui sont désormais quasiment indispensables. On les utilise toujours en analogique. Moi, pour ma part, j'avais des gros racks dans mon studio. J'avais pris j'avais le format X Channel, je crois, Channel Rack, qui me permettait d'avoir différents EQ. Je les avais en mono, en stéréo. Voilà, je travaillais vraiment en analogique. Et les émulations, pour moi, les deux meilleures émulations, c'est probablement, encore une fois, Waves et UAD. Donc, si tu connais pas
Pour moi, tous les plugins qui sont des références dans le format UAD, j'ai une formation qui détaille tous les plugins avec toute leur histoire, la manière dont on s'en sert, une formation complète sur tous les plugins UAD et des meilleurs plugins, les 50 meilleurs plugins UAD du bundle, que je te conseille de connaître vraiment à la perfection. Mais pour moi, les EQ, ces EQ-là sont vraiment des EQ qui sont très musicaux, qui amènent vraiment un je ne sais quoi. On ne sait pas, c'est les caractères des composants de la machine d'origine qui font cette différence-là. On ne saurait pas vraiment expliquer concrètement parce que les machines numériques émulent le caractère de ces machines analogiques. Il y a évidemment des composants. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais bon voilà, qu'on traite ces EQ-là, il y a un je ne sais quoi qui est beaucoup plus musical et qui est vraiment extraordinaire. Donc il existe des émulations également des plugins SSL, donc Solid State Logic, c'est une marque exceptionnelle, il vous faut à tout prix ces EQ SSL qui sont très 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 agréables pour les voix, même pour la batterie, hein, même si on perd un petit peu de mordant au niveau de la batterie, il y a un côté très rond, très, très agréable qui est vraiment top. Le deuxième qui est extrêmement méconnu, donc là ouvrez bien vos oreilles, c'est les Metric Halo. Alors Metric Halo, c'est la marque de ma carte son. J'attends actuellement la mise à jour de ma carte son. J'ai monté une carte pour les passer en 3D, c'est des cartes vraiment haut de gamme. Le constructeur font des suivis dans le temps. Mais Metric Halo, c'est une marque américaine, ils sont pas connus uniquement pour leur carte son. Ouais, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces cartes son là, mais ils font également de très très bons software, de très bons plugins, et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. On peut les utiliser en natif, donc même si tu n'as pas une carte son, moi j'ai des processeurs sur mes cartes son qui me permettent de prendre en charge un peu les calculs des plugins, mais en gros tu peux les utiliser même si tu n'as pas une carte de cette marque-là, hein, c'est pas un format propriétaire. Et les plugins, alors les plugins Metric Halo, t'as un peu de tout en fait, t'as des compresseurs, tes compresseurs multibandes, t'as des EQ, t'as des contrôleurs, des imagers là, pour la stéréophonie, mais surtout les EQ ils sont merveilleux. Alors le plugin il ressemble à rien, mais alors quand tu l'utilises il se passe un truc, je ne saurais pas te l'expliquer. Pour moi, ils sont un petit cran au-dessus même que les SSL. Et voilà, moi j'ai pu tester ça et c'est venu également d'un retour de très très grands ingé-sons voilà, sur Marseille qui mixent que des pointures et qui m'ont dit que voilà, eux ils n'arrivaient plus à se passer de ce plugin, qu'il était, à partir du moment où ils l'ont découvert, il y a eu un avant et un après, et limite, c'est les plugins qui mettent de partout, ces EQ-là. Ils ont également les SSL en analogique, mais parfois ils jugent que quand ils n'ont pas suffisamment de temps, le travail du Metric Halo est presque aussi bon, voire meilleur que le SSL. Donc Metric Halo EQ, très 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 costaud, pareil, un caractère très musical, un je ne sais quoi, voilà, c'est important d'avoir des très bons EQ. Je vous ai expliqué les problèmes de phase que pouvaient amener les mauvais EQ. Si vous devez avoir deux références, alors évidemment, j'oppose, il y a différents EQ, hein, t'as compris, t'as les EQ pour le nettoyage, les EQ pour embellir. Pour nettoyer, tu peux prendre des plugins qui sont avec un caractère assez chirurgical, très précis, assez froid, assez neutre, ça fait le taf. Par contre, quand tu veux embellir, là par contre, il vaut mieux prendre des EQ de meilleure qualité. Le côté filtre peut se faire avec un filtre, avec n'importe quel EQ, mais quand tu veux embellir, rajouter vraiment euh, du gain dans certaines plages de fréquences, là c'est un peu plus costaud, c'est un peu plus compliqué, il vaut mieux maîtriser et avoir des bons outils. Donc le SSL est très bien pour ça, avec un caractère très musical. Les métriques à l'eau, crois-moi, il faut vraiment que tu te penches dessus. C'est peut-être un petit billet, mais ça y a des plugins que tu vas te servir absolument à vie et tu auras une référence absolue. Creuse un seul, allez, 3, 4, dépasse pas 5 plugins dans une référence, hein. Il faut que tu aies ton top 3 en reverb, ton top 5 en compresseur, ton top 5, top 3 en EQ, voilà, en délai, t'en prends 2-3, pareil pour la saturation, etc. Ça sert à rien de se disperser les enfants, ça sert à rien de courir sur le dernier truc gratuit, c'est ridicule. Tu sais que ça sera des plugins de mauvaise qualité. Donc prends vraiment des références. Une fois que tu les as achetés, hop, tu passes à autre chose. Ouais, te prends plus la tête, va même plus regarder. Écoute les conseils de gens qui maîtrisent vraiment leur sujet et arrête de passer des heures sur des forums à avoir le bruit du marketing qui te revient à l'oreille et au final qui va te faire douter. C'est pas une bonne chose. Pour ta musique, il faut qu'au bout d'un moment, tu te focalises toi sur tes mix et sur ta musique et revenir à l'essentiel vraiment
pour essayer de performer et essayer de progresser et d'atteindre les plus hauts sommets, ce que je te souhaite à l'intérieur de cette industrie musicale. La question, c'était par rapport au problème de phase, et il illustrait ça avec une photo d'un chanteur qui s'est enregistré avec deux microphones. Alors, il me demandait est-ce que cette technique à deux microphones était liée au problème de phase. Alors avant de t'expliquer ce qui est les problèmes de phase un peu plus en détail, pour que tu comprennes bien, l'enregistrement sous forme de deux micros, c'est pas forcément lié aux problèmes de phase, parce que les problèmes de phase, ils sont plus liés à l'enregistrement. Toi, tu m'as illustré la photo avec quelqu'un qui était a priori en live, et en live, en fait, on fait ça plutôt pour la technique de mid-side. C'est-à-dire qu'on enregistre souvent avec un micro qui est là pour être au centre, et il y en a un qui est légèrement décalé, qui va enregistrer plutôt sur les côtés. Donc la technique de mid-size, c'est d'associer deux microphones à l'enregistrement pour avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le côté très monophonique du premier microphone qui est illustré par ma main et le côté un peu plus stéréo qui est illustré par ma main à droite. Bien souvent, quand on enregistre, la voix lead est placée au centre, au niveau de la panoramique, pour être très percussive et avoir ce côté-là très dedans. Et ensuite, on enregistre des pistes secondaires, voilà, qu'on appelle back ou qu'on appelle un peu comme on veut, hein, c'est l'appellation anglaise, avec une panoramique un peu plus écartée. Et ces techniques-là, on en met souvent une à droite, une à gauche, pour retrouver un champ stéréo et un spectre de la voix qui prennent plus de place dans le mix. Voilà, du fait qu'on a le côté monophonique au centre, très percussif, et sur les côtés, on écarte un petit peu les autres pistes pour que voilà, la voix se diffuse de manière un peu plus large. Donc ça peut être un... Voilà, c'est peut-être pour ça que la personne chantait avec deux micros, c'est pour cette technique de mid-side, un microphone un peu plus sur les côtés, un côté un peu plus aérien, plus stéréophonique, et un autre très central. Bien souvent, les ingé sons assez performants qui cherchent ce côté perfectionniste, ils aiment bien justement faire des essais constamment pour essayer de trouver les microphones, par rapport aux caractéristiques des micros, t'en as pas un qui est mieux qu'un autre. Tu as des micros qui sont mieux adaptés à certaines voix, à certains instruments, voilà. Ça dépend un peu du timbre de la voix du chanteur. Mais en général, ils aiment bien associer ou en tout cas faire des essais pour essayer de trouver la meilleure technique, entre guillemets, adaptée au chanteur. Et donc dans ces cas-là, on essaie de trouver des combos pour essayer de trouver le microphone qui irait bien au centre et le microphone qui irait bien sur les côtés, qu'on peut décaler un tout petit peu. Donc il peut y avoir des côtés, voilà, un côté présence stéréophonique, proximité, et une autre qui est très percussive. Voilà. Pour t'expliquer, par exemple dans le rap, moi j'ai fait pas mal quand j'étais assistant technicien son, avant de monter mon studio, j'avais assisté à des sessions avec la Crime et surtout Laura Luciano. Pardon, j'ai écorché son nom. Laura, lui, il aimait bien dire à l'ingé son qu'il souhaitait que ses enregistrements soient toujours centrés. Lui, il me disait non, tu mets pas des bacs sur les côtés, tu me les mets toujours au centre. Et l'ingé son, il avait du mal à comprendre. Bon, qui est un ami maintenant, bon, maintenant il a une carrière de fou. Voilà, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est qui l'a enregistré, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très implanté dans le milieu hip-hop à Marseille, milieu du rap. Et voilà, Laura, il voulait toujours que les pistes, même les bacs, soient toujours au centre, parce que en associant toutes ces pistes-là, il retrouvait un côté très percussif. Lui, c'était son truc, il voulait que ça tape. Il avait un rap très mordant, voilà, avec les punchlines, et voilà, il voulait pas que ça soit écarté, il voulait que ces pistes de voix gardent ce côté monophonique pour être très rentre dedans. Donc ça, c'est une première technique. Les problèmes de phase, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand tu fais un enregistrement d'une piste, si jamais, alors on fait ça en école d'ingé son, en fait, on génère une fréquence, par exemple, que ce soit audible, hein, on va dire 200 Hz, et en mono, la même piste dupliquée à 200 Hz. Quand elles sont parfaitement alignées, tu vois, alors je sais pas le faire avec les doigts, je vais te faire un truc comme ça. Quand tu les alignes parfaitement et que tu en mets une hors phase, eh ben, tu as un silence qui se produit. Dès que tu écartes de quelques millisecondes, tu entends de nouveau le son. Là, tu l'entends très fort. Là, tu l'entends presque plus. Là, tu l'entends plus du tout. Tu as un vrai silence. Et en fait, c'est ça les problèmes de phase. C'est que quand tu inverses la phase totalement, eh ben, par exemple, le son qui est fait de compression, dépression, eh ben, si tu inverses totalement le truc, c'est-à-dire si la piste du dessous est décalée jusqu'au point
de se retrouver hors phase, et ben, tu as un silence qui se produit, ou si tu as quelques millisecondes, tu entends moins le son et tu as moins ce côté percussif au niveau du son. Et pour les éléments de batterie, c'est vraiment gênant. Quand tu enregistres un kick, par exemple, tu mets un micro sur la frappe et un autre qui va capter les résonances, et ben, il faut que l'ensemble soit bien aligné. Il faut faire très attention également, parce que tu utilises des EQ, surtout les EQ, sous forme de plugin en numérique, il faut plutôt utiliser des EQ à phase linéaire, parce que c'est des EQ qui sont réputés justement pour pas amener ces problèmes de phase. Souvent, quand on utilise des EQ de mauvaise qualité, ou des effets de mauvaise qualité, tu peux avoir des problèmes de phase. Ça, on le sait pas, mais c'est vraiment important. Donc, encore une fois, j'avais fait une vidéo précédente en me disant bien choisir ces outils, ces synthés, en utiliser le moins possible. C'est pareil pour les effets de mix. Il vaut mieux que tu aies des effets de très bonne qualité et que tu en aies juste 2-3 de référence. Tu les utilises tout le temps, tu les connais par cœur, mais tu sais que ça ne va pas altérer la phase de ton signal. Lorsqu'on enregistre également sous forme analogique, avec des compresseurs, des EQ, n'importe quoi, en fait, tu peux avoir également des décalages, puisque la première source est ici, tu vois, elle commence à, voilà, à cet endroit-là. Bah, quand tu enregistres, le son, il va passer par ton câble électrique, il va rentrer dans le compresseur, il va revenir dans ton séquenceur à travers ta carte son. Si jamais tu recales pas la piste, bah, tu vas pas le voir, mais il y aura quelques millisecondes de décalage. Il faut vraiment zoomer un maximum pour s'en apercevoir. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Quand tu fais transiter pareil le son dans une autre piste à l'intérieur de live, pareil, si tu chaque fois que tu fais un re-re, ce qu'on appelle un re, c'est un re-record, ben pareil, tu peux avoir des décalages. Et le fait de décaler, ben voilà, si vraiment tu as un petit décalage, ben le son il sera décalé, il sera pas aligné à l'endroit où tu le souhaites, et tu peux avoir des problèmes de phase dans le sens où c'est quelques millisecondes de décalage, hein, ça se voit quasiment pas, mais ça peut justement faire en sorte que ton son soit moins percussif, il soit moins rentre dedans, et puis c'est dommage, hein, parce que quand tu souhaites le passer par un élément externe, ben, c'est pour ramener un truc supplémentaire et pour pas ramener des problèmes, au contraire. En général, il y a un magnétisme qui se fait dans le séquenceur. Par contre, quand tu réenregistres en signal audio, et ben voilà, il faut bien faire attention à chaque fois de rezoomer un maximum et de faire en sorte de redécaler la forme d'onde pour la replacer à l'endroit la plus appropriée. À l'ancienne, moi, je travaillais beaucoup sous forme analogique, avec ouais, j'ai des machines SSL, etc. Maintenant, ça justifie un peu moins parce que le numérique a beaucoup évolué, ils ont fait des gros progrès, la différence est moins viable. Bon, je te dis pas que, voilà, pas rentrer dans le débat analogique, numérique, c'est vrai que tu as toujours un grain en analogique que tu n'auras pas dans le numérique, bien que maintenant ils arrivent à l'émuler plutôt bien. Bref, je ferme cette parenthèse, ne rentrez pas dans ce débat-là. Mais en tout cas, voilà, moi, quand j'attaquais un mix, je repassais tout dans mes machines. Et du coup, si à chaque fois, tu recales pas tout l'ensemble, bah, c'est dommage parce que l'artiste risque de se dire qu'est-ce qui se passe dans ma prod? Je l'avais pas travaillé comme ça et ça risque de pas s'entendre. Il y a des styles de musique, il faut pas vous formaliser, il y a des styles de musique où c'est pas très grave. C'est-à-dire quand voilà, t'as des musiques pas très agressives, la pop, etc. C'est pas gênant. Par contre, quand t'as des musiques très urbaines et qui sont quand même beaucoup l'électro, tout ça, voilà, la trap, il faut être très précautionneux sur ce genre de détails. C'est vraiment très important qu'il n'y ait pas de ce genre de problème parce que tu vas perdre et tu vas dénaturer tout le côté vraiment percussif de cette musique-là. Bref, c'est des notions qui sont assez complexes. Je te remercie pour cette question qui, je pense, va aider beaucoup de personnes. Si vous aimez ce genre de notions, si vous sentez que vous avez des lacunes sur ces notions-là, je vous invite à suivre ma formation que j'ai faite sur le mixage, qui est extrêmement complète et qui voit tout ce genre de notions vraiment en détail, extrêmement en détail. J'ai un format, moi, qui ne doit pas dépasser 10 minutes. Alors, je suis en train de regarder sur le téléphone, voir si je ne dépasse pas. Je suis à 9 minutes 12, donc je ne peux pas aller plus loin. J'ai beaucoup de choses encore à dire. Mais si tu veux vraiment te perfectionner là-dedans, tu peux suivre la formation sur le mixage audio qui est vraiment, vraiment excellente. J'ai mis beaucoup de temps pour te faire un truc extrêmement complet qui réunit vraiment toute l'expérience que j'ai emmagasinée pendant des années. Donc n'hésite pas à me poser des questions n'importe où. Tu peux suivre les pages PlayMAO, P-L-A-Y-M-A-O. Tu le tapes sur Google, ça ressort de partout. Et bah, t'abonner à la chaîne YouTube et à me poser à ton tour une question. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui voudraient se perfectionner encore davantage, je suis en train de travailler sur une formation exclusive sur l'EQ.
Donc bah, rassure-toi, on sera cette fois sur l'ordinateur, c'est là où je vais aller beaucoup plus en profondeur. C'est des formations qui durent entre 5 et 10 heures où on va vraiment, vraiment en profondeur et on voit les cues dans tous les cas de figure sur plein de logiciels différents. Si tu as encore une question, n'hésite pas à me la poser sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec grand, grand, grand plaisir. Et sinon, tu sais que tu as la formation sur le mixage audio, qui est ma formation ultime, qui va extrêmement loin, qui reprend en gros bah, d'un niveau vraiment extrêmement débutant jusqu'à un niveau ingénieur son avec 15 ans d'expérience. Donc toutes ces notions, c'est comme si tu étais allé à l'école, je te partage vraiment toute mon expérience à ce sujet, et tu ressors comme si tu étais breveté d'une école d'ingé son à 10 000 euros l'année. Donc voilà, ça peut être sympa si tu as envie de te perfectionner. Et je peux également te coacher sous forme de vidéo. Donc s'il y a encore des notions assez complexes que tu comprends pas, n'hésite pas à me les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous mets le lien également de la nouvelle école en ligne qui est disponible. Je vous mets ça en description. C'est playamo.podia.com. Je mettrai le lien, ça sera plus simple. A bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.